Morte et en fait vous allez pouvoir la rencontrer tout au long de pas mal de spécialités avec le tableau le plus évocateur, c'est la découverte d'un nouveau souffle qui n'était pas connu avec de la fièvre. En neurologie, vous avez fait la neurologie ou pas encore? Okay. Vous avez dû vous parler des red flags devant un AVC. Tout AVC fébrile doit vous faire évoquer l'endocardite et faire réaliser des évocultures à votre patient. Et attention, AVC fébrile, AVC dans les 4h30, on a envie de thromboliser. Un AVC fébrile, si vous n'avez pas intériorisé dès maintenant qu'un AVC fébrile, ça peut être une endocardite. Ça peut mal se passer. Il peut mourir. Et littéralement. Parce qu'un AVC fébrile dans un contexte d'endocardite, l'endocardite fait des anévrismes mycotiques qui peuvent se rompre et donner un tableau d'AVC hémorragique, certes. Mais l'endocardite, ça peut donner aussi un AVC ischémique classique, entre guillemets, où c'est non pas un caillot de la FA ou un caillot carotidien qui vient boucher la silicaire moyenne et faire un AVC hyparétique, etc. Non, ça peut être juste un magma de végétation qui vient toucher comme un thrombus et donner un tableau d'AVC ischémique standard. Sauf que si vous faites 80 mg d'altéplase, il va rompre tous ces anévrismes mycotiques et il va mourir. Et puis même si vous trouvez un neurochirurgien qui serait motivé pour aller faire la craniectomie, dans la phase aiguë de thrombolyse, ça se passe très mal. Donc il faut, ça paraît tout bête comme ça, mais un AVC, il faut bien lui prendre la température avant de lui jeter la thrombolyse. N'évoquez pas trop vite la pneumopathie d'inhalation devant un AVC fébrile, c'est aussi une message. C'est des histoires vraies, moi j'en ai vu dans ma vie, et je ne suis pas très vieux, même si j'ai un rôle scénique. Des enfants, c'est vrai. J'avais acheté un velocénique il y a une semaine. Même si je ne suis pas vieux malgré mon velocénique, je pourrais laisser penser, j'en ai déjà vu deux des gens qui ont fait un AVC. Il va être millionnaire. Ils sont morts derrière. Voilà. C'est clair. Donc voilà pour l'AVC fébrile. Embolie inexpliquée. Un patient qui a une ischémie aiguë de membre, fébrile aussi. Qui a des emboles de la rate qu'on n'explique pas, pensez à l'endocardite. L'animation elle est jolie, mais c'est parce que l'endocardite c'est une véritable boule à facettes. Ceux qui n'auraient pas compris le lien avec l'animation. Voilà, on dit l'embolie pulmonaire, la syphilis, c'est des maladies qu'on a qualifiées de grandes simulatrices. Je n'aime pas trop ce terme, je préfère dire que l'endocardite, c'est une maladie boule à facettes. Ça peut se présenter de plein de manières différentes. Ce qui est génial pour faire des dossiers, parce qu'on peut le prendre via la porte d'entrée AVC, on peut le prendre via l'entrée cardiologie, on peut le prendre via l'entrée altération d'état général, etc. Continuons à voir les facettes. Effectivement, en médecine interne, les internistes peuvent vous donner des tableaux de syndrome inflammatoire prolongé, ça peut être des bilans de purpura aussi, des bilans de polyarthrite, de polyarthralgie. Donc c'est vraiment une bilan d'AEG sur prolongé. C'est vraiment très vaste. Vous n'avez pas vu encore la néphro, mais ça peut aussi commencer par un sujet de néphro avec un tableau d'insuffisance rénale aiguë qui fait révéler une glomérulonéphrite, qui va être en fait secondaire à des dépôts de convection dans le cadre de l'endocardite. Et puis en infectio, ça va être plus facilement un tableau de bactériémie. Il va falloir essayer de faire le bilan de cette bactériémie, se poser l'action endocardite en fonction de certains facteurs de risque qu'on va voir. Les cardiologues peuvent vous parler plus d'un tableau d'insuffisance cardiaque, pareil, septique. L'endocardite, si vous voulez, un mot-clé de présentation clinique, c'est cancer. En fait, les patients, ils ont un profil vraiment de patient qui a un cancer multimétastatique parce qu'ils perdent du poids, ils sont cachétiques, ils ont une altération d'état général qui est très très prolongée, ils ont un syndrome inflammatoire. C'est vraiment des patients qui dénutrisent très vite parce qu'en fait, ils sont en infection en permanence. La problématique de l'endocardite, on va en parler après, c'est que l'organisme il a du mal à stériliser, il n'y arrive pas tout seul. Il y a en permanence des germes qui circulent dans le sang, on est en permanence en phase aiguë d'une infection. Et donc l'organisme il est à la phase hypercatabolique. Donc les gens se dénutrisent d'eux-mêmes, c'est comme un cancer, c'est comme la tuberculose si vous voulez, ils perdent 12 kilos en 3 mois. Ok ? Il ne faut pas voir l'endocardite juste c'est une insuffisance aortique fébrile. C'est ça le gros message de cette boule à facettes. Ouais. J'ai pas compris ce qui faisait mourir le patient sur une thrombolyse. En fait, les anévrismes mycotiques, qui sont une complication de l'endocardite, qui sont donc une altération de la paroi des vaisseaux cérébraux, qui vont donner une forme de champignon. C'est pour ça qu'on dit que c'est des anévrismes mycotiques, parce que ça donne la forme d'un champignon mycose. Champignon. Bon, donc, en fait,
Alors, sur un mécanisme multiple, mais entre autres une atteinte des vasos vasorum, des vaisseaux cérébraux à cause de l'endocardite, un peu des germes qui circulent, ça abîme la paroi de ces vaisseaux-là, qui vont se dilater, donner un aspect anévrismal en forme de champignon, anévrisme mycotique, c'est pas des champignons, mais c'est l'aspect que ça donne. Et donc la paroi est très fragile, et si tu donnes de la thrombolyse là-dessus, ben, ça peut se rompre, saigner partout. Donc catastrophe, et sans option thérapeutique, parce que ce que je disais tout à l'heure, si un neurochirurgien qui a le courage d'ouvrir, en fait ça ne va jamais être contrôlé, parce que en phase thrombolyse, c'est une catastrophe. Ok. D'autres questions? N'hésitez pas, l'objectif c'est de répondre aux questions, parce qu'on peut vous lister les cours dans le collège ou dans le pays, ça n'a pas d'intérêt, c'est vraiment un échange d'avis. Je rajouterais juste que c'est vrai que le tableau d'endocardite classique, c'est vraiment l'endocardite d'Osler, qui avait d'ailleurs dit, il me semble, que quand on connaissait l'endocardite, on connaissait toute la médecine. Ça, c'est le tableau classique d'AEG, etc. Mais il ne faut pas éliminer le diagnostic d'endocardite si vous voyez des tableaux plus aigus qui sont possibles, et notamment, on va en parler, du fait de la modification de l'épidémiologisation des endocardites. J'en parle maintenant. Globalement, avant, vous savez peut-être que l'endocardite, elle était surtout chez des sujets jeunes qui étaient valvulopathes suite à des rhumatismes latentes liés au rhumatisme articulaire aigu, ou des complications qu'on voit toujours dans les pays à faible et moyen revenu, qui sont liées en fait à des angines à strepto-bêta-hémolytiques du groupe A qui sont maltraitées, et donc après par des mécanismes aussi immunologiques, il peut y avoir plusieurs types de complications, et notamment une atteinte au niveau des valves. Donc ça, c'est vraiment l'endocardite à l'époque, il y a peut-être 40 ans, où c'était des sujets jeunes qui avaient des valvulopathies, surtout liées au rhumatisme articulaire aigu, des endocardites communautaires qui étaient liées à des streptocoques oraux, donc des streptocoques de la cavité buccale. Et maintenant, en fait, ça va être des patients beaucoup plus âgés parce que on vit plus longtemps, vous le savez, mais avec plus de comorbidités, notamment plus de prothèses vasculaires, des pacemakers. Vous savez que maintenant, en plus, vous avez eu des cours sur l'insuffisance cardiaque. LVAD. Non. Il y a de plus en plus de mécanismes d'assistance, notamment les LVAD, donc des mécanismes d'assistance ventriculaire gauche, qui peuvent aussi s'infecter. Donc, c'est des patients qui vont avoir plus souvent du matériel, et donc plus souvent des endocardites à staph. Et les endocardites à staph dorées, ça peut être des présentations très aiguës. Donc, c'est juste pour ajouter ça. Autrement, comme on vous l'a dit, c'est polymorphe, mais la fièvre, c'est quand même assez fréquent. Donc ça varie, 90%, c'est quand même assez élevé. En pratique, c'est plutôt 70-90%. Donc c'est pareil, même sans fièvre, si vous avez un tableau d'AEG avec un souffle chez un patient cardiopathe, faut pas dire qu'il n'a pas de fièvre, je ne fais pas des mocs. Donc le souffle, on vous en a parlé, des phénomènes emboliques, bien sûr, on vous en reparlera par la suite. Et voilà, l'épidémiologie qui varie, et c'est pour ça que le nombre de cas reste stable. On a des patients plus âgés, on détecte peut-être mieux l'endocardite aussi. Et donc, globalement, c'est une maladie qui reste rare, mais vous voyez, 1500 cas par an, et c'est une maladie grave puisqu'on meurt toujours d'endocardite dans 20% des cas. Toutes les endocardites, c'est 20% de mortalité. C'est quand même énorme. Et si on prend en plus les endocardites hospitalières, celles qui sont encore hospitalisées ou qui ont des complications, la mortalité, ça peut aller jusqu'à 40-50%. Donc c'est une maladie qui est certes rare, qui ne disparaît pas parce que le profil écologique a changé, mais on en a toujours autant, mais c'est sur des prothèses, des sujets plus âgés, et des germes non plus de la bouche, et des germes de la peau, liés aux soins, etc. Et c'est toujours aussi grave. Avant c'était 100% de mortalité, mais maintenant on est quand même à 20%. Ok? Super. Next question, à vos tablettes. Quel facteur prédispose à l'endocardite infectieuse? Qu'est-ce que vous allez rechercher globalement aux urgences chez un patient qui vient pour des lombalgies fébriles? Qu'est-ce qui va vous faire, qu'est-ce qui va vous orienter vers la piste de l'endocardite? Super. Vous êtes bon, c'est bien. Vous avez déjà eu l'infectiologie de l'endocardite ou pas encore pour vous? C'est quand? Donc parfait, donc vous avez bien globalement très bien répondu. Effectivement, un antécédent de cardiopathie congénitale cyanogène avec un gène persistant donc, va être un facteur de risque majeur d'endocardite.
d'endocardite. Le diabète, par contre, n'est pas un facteur de risque d'endocardite. Par contre, effectivement, un diabète multicompliqué qui a des plaies avec un mal parcours implantaire, etc., ça va être une porte d'entrée pour une bactériémie qui peut après, par la suite, faire le guide d'endocardite. Mais ça ne fait pas partie des facteurs en soi à risque. La toxicomanie intraveineuse, effectivement, avec les deux germes les plus fréquents, vous les connaissez dans le cadre d'un patient toxicomane? Très bien, ouais, staph doré, parfait. Et aussi Candida, c'est un des terrains qui expose aux endocardites qui sont quand même rarissimes à Candida. Et après l'hypertension artérielle, non, la cocaïne, si elle est sniffée, c'est pas un facteur de risque. Donc vous avez pour en tout cas tous à connaître les cardiopathies à haut risque. Donc comme on en a parlé déjà, donc les patients qui ont des prothèses valvulaires, qu'elles soient mécaniques ou les deux prothèses, ça a le même, ça a la même probabilité d'infection entre les deux types de prothèses. Et ça fait partie des cardiopathies à haut risque. Les cardiopathies congénitales cyanogènes avec chaîne persistant et les antécédents d'endocardite. Donc tout patient qui a une endocardite, on va lui remettre une carte pour bien signifier qu'il a un risque. Voilà, bien de club. Et donc la sentence, ça va être une antibioprophylaxie pour les soins dentaires qui sont à risque de bactériémie. On en reparlera par la suite. Les prothèses, Lorraine vous a dit, c'est mécanique et bioprothèse, on a le même risque d'endocardite. Après, il y a des avantages et des inconvénients que Aurélien a dû vous exposer lundi dernier. C'est valable aussi pour les prothèses qui ne sont pas mises par voie chirurgicale. Un TAVI, une prothèse qu'on met par voie percutanée en montant une valve aortique par là, l'artère fémorale, l'aorte, jusqu'au niveau de la valve aortique, et qu'on gonfle pour aller écraser l'ancienne valve calcifiée et mettre en place cette nouvelle prothèse, qui est une prothèse biologique qui est mise par voie percutanée, c'est fait partie du groupe à très haut risque. Okay, c'est une confusion parfois qu'il y a. Ce qui n'a pas marqué, mais vous l'avez à gauche, pacemaker, ça fait partie aussi des terrains à haut risque. Et maintenant aussi, donc les LVAD, les patients qui ont les LVAD, on considère aussi qu'ils sont à risque d'endocardique et du coup, ils vont aussi avoir une carte de prévention de l'endocardie. C'est quoi LVAD? C'est Left Ventricular Assistance Device. Alors, dit comme ça, tu me regardes, tu hoches la tête. C'est ça. Alors, left, ça veut dire gauche, ventricule gauche. Assistant device, c'est un mécanisme d'assistance cardiaque. Attention aux yeux. Voilà. Un des traitements d'insuffisance cardiaque gauche et gauche uniquement très sévère, qui ne répond plus aux médicaments. Et chez qui il y a soit un projet de transplantation, soit un projet de on va essayer d'optimiser au mieux avec ce qu'on a, c'est de mettre une pompe qui va aider le cœur gauche et qui va aspirer ici à l'apex du cœur et réinjecter dans la hanche. Donc ça aide que le cœur gauche, c'est pour ça que c'est left ventriculaire assistance device. Et après les patients, ils ont ça, ils ont un câble qui sort au niveau du nombril, qui rejoint un petit programmateur qui est là, et puis ils portent avec eux les batteries. Eux aussi, ils ont avec eux une carte de général LVAD. Si on prend l'avion aux États-Unis sans sa carte, on pourrait être étonné de voir une ceinture et 4 rangées de batteries et un câble qui sort. Et ça, ils changent les batteries toutes les 8 heures. Voilà. Et ouais. Mais il y a des gens qui vivent 10 ans avec ça. Il y a des gens qui ont fait un énorme infarctus, le cœur il est au tapis, comme on dit. Il faudrait transplanter les programmes pour supporter une chirurgie de transplantation. On peut leur mettre ça. Ils récupèrent sur le cœur gauche, fait une toute petite partie du travail, mais l'essentiel c'est assuré par la machine. L'organisme reprend un peu d'énergie, le rein récupère, le foie récupère, et ensuite on le transplante 6 mois plus tard, dans bonne condition, par exemple. Mais bon, vous comprenez bien que quand on dit qu'avoir une petite prothèse mécanique au niveau aortique, ça risque d'endocardite. Quand on a une énorme pompe à l'apex du VG, on a un risque d'endocardite. Bon, là, on est dans l'ultra. Je verrai ça à Marie-Lanon pour ceux qui passeront en stage. Les cardiopathies cyanogènes, souvent vous ne comprenez pas pourquoi ça risque d'endocardite. Mais je vous l'ai peut-être dit lundi, mais non, peut-être pas. Bon, quand il dit cardiopathie cyanogène, c'est qu'il y a un shunt, une communication droite-gauche par un petit trou. Et à ce niveau du petit trou, comme le flux est très turbulent, parce qu'il y a de la grosse pression
un petit trou, c'est un flux très turbulent, ça décape, si vous voulez, ou ça abîme l'endothélium en regard. Et donc, qui dit en endothélium fragilisé, c'est un endothélium qui a risque d'avoir une greffe endocardique. Ok. Et si j'ai une bicuspidie, si j'ai une insuffisance mitrale, si j'ai un rétrécissement aortique, je suis à risque d'endocardite, hein, mais je ne suis pas à très haut risque, groupe qui justifie, vous verrez par la suite, d'une antibioprophylaxie. Ok. Il y avait une question dans la... Ouais. Est-ce que ça, en cardiaque, c'est dans le A ou dans le B? Dans le groupe A. Alors, maintenant, dans vos bouquins, tout ça, c'est pas dans le groupe A, mais maintenant, il est vrai qu'on les considère dans le groupe A. Mais dans les recommandations pour vous, ça ne s'affiche pas dans le groupe A, dans le collège, etc. Ouais. Oui, parce qu'il y a une actualisation des recommandations sur la prise en charge des endocardites, en fait, des endocardites. Globalement, on se base sur les recommandations européennes qui datent de 2015 dans le collège de cardio, qui ne sont pas citées dans le PI, notamment les critères de Duke. Maintenant, il y a des nouvelles recommandations, qui datent de 2023, sur lesquelles on se base et qui mentionnent tous les dispositifs traitement, le EPM, le EIVA, dont on vient de vous parler, comme des facteurs à risque d'endocardite. Dans vos recommandations actuelles pour vous, c'est pas dans le groupe A. Mais probablement qu'il y aura un nouveau collège de cardio qui sortira avant votre ODN, où ça sera probablement actualisé, et en effet, les PM, ça ne se confond pas. Mais là, pour votre examen que vous allez passer, on ne va pas vous embêter là-dessus. Et en tout cas, pour votre exercice clinique, retenez que c'est à très haut risque. Ouais. Pourquoi est-ce que le fait que l'endocarde soit abîmé, ça favorise le risque d'infection? Parce qu'en soi, il n'y a pas de germe particulier qui est amené à cause de En fait, dès que tu as un endothélium qui est fragilisé, les bactéries qui, à l'occasion d'une bactériémie, si par exemple tu vas chez le dentiste et tu as un bétartrage, ou tu as un pied diabétique et du coup tu es sur un fécal staphouré et tu finis par faire la bactériémie, les coxygrammes plus, donc les bactéries à coxygrammes positifs, elles vont avoir il y a pas mal de bactéries dont on va vous parler, notamment les staphylocoques et certains streptocoques, qui vont avoir en fait des facteurs de violence qui vont ils vont exprimer des adhésives, des facteurs qui vont leur permettre d'adhérer assez facilement à l'endothélium lésé, plus facilement que s'il n'est pas lésé. Donc à partir du moment où tu vas avoir une bactérie qui circule sur un endothélium lésé, la bactérie peut s'accrocher, se multiplier, faire du biofilm, etc. Donc c'est ça qui... C'est le même mécanisme des endocardites sur les prothèses, en fait. Là, c'est même pas un endothélium lésé, il n'y a pas d'endothélium. Ça va plus facilement s'accrocher grâce à des mécanismes d'adhésion. L'adhérence des protéines, et c'est fixe, alors que normalement, l'endothélium c'est je pense pas qu'il fasse le distinguo. Les communications interauriculaires, c'est pas considéré à risque. Oui. Mais après, la question. Parce que le shunt, c'est une communication entre le cœur droit et le cœur gauche. Oui. Ouais. Et du coup, c'est forcément au niveau ventriculaire. C'est surtout les CIV. Enfin, oui, les CIA, c'est pas un risque d'endocardite, c'est surtout les CIV. Mais je suis pas sûr qu'ils fassent il précise pas le type de CIV. C'est celles qui sont cyanogènes, donc plutôt les CIV. En fait, c'est au niveau des ventricules, parce que c'est là où il y a plus de pression entre les deux oreillettes. Il n'y a pas beaucoup de pression, donc il n'y a pas moins de risque d'avoir ce flux turbulent qui va décaper l'endothélium. C'est pour ça. Il y a d'autres questions sur les cardiopathies arrivant Si c'est précisé, pardon, dans cette notion de communication interauriculaire, oui, c'est précisé, j'avais oublié. Mais oui, en effet, c'est CIV plutôt. Après, tu as certaines cardiopathies congénitales où le cœur il est vraiment ventriculinique, il peut y avoir des cardiopathies, double transposition des gros vaisseaux, qui a un risque d'endocardite sans que ça soit vraiment cyanogène. Ça vient de la 13. Alors, c'est quoi, il faut valider là, et c'est quoi ça? La tablette. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un chargeur de FM à me prêter, par hasard? On va répondre, parce que ça c'est assez facile. C'est marrant parce que j'aurais pensé que ça allait être plus unanime.
tard. Quand même, 44% ont répondu à un faux panaridosphère. On va vous montrer un faux panaridosphère par la suite, mais non, c'était des hémorragies en flammèche sous-annuelle. Ils ne se voient pas que dans l'endocardite. Hein. Ils se voient dans des vascularites, par exemple, aussi. Donc, juste pour insister, ce qu'on vous a dit avec cette fameuse boule à facettes, c'est que l'endocardite, c'est une maladie polymorphe, où il y a à la fois le profil de maladie infectieuse et tout le cortège de syndrome septique qui va avec. À la fois, ça peut être une maladie cardiaque. Les patients peuvent faire à la fois de l'insuffisance cardiaque en lien avec des valvulopathies, mais ça peut aussi être de l'insuffisance cardiaque sur des troubles de conduction. C'est aussi une maladie embolique, parce que la végétation, elle peut partir, le magma de bactéries peut partir boucher un membre sud, boucher une sylvienne, boucher l'artère mésentérique et donner un tableau d'ischémie digestive. Et puis, c'est aussi une maladie immunologique. Pourquoi? Comme je vous disais tout à l'heure, comme il y a en permanence une charge bactérienne qui circule dans l'organisme, qui n'arrive jamais à stériliser, parce qu'en fait, les bactéries, elles vont s'enfouir sous un tapis de fibrilles. On va vous montrer des images. Et donc l'organisme n'arrive jamais à stériliser. Il y a en permanence une charge bactérienne, et donc il y a en permanence l'activation du système immunitaire, et donc il y a en permanence des complexes anticorps antigènes qui circulent, et ça fait le lit de maladies auto-immunes. Et donc on peut avoir des glomérulonéphrites, des atteintes néphrogéniques, mais on peut aussi avoir des tableaux de vascularite en lien avec cet aspect maladie auto-immune qu'est l'endocardite. Ok? Et dont l'hémorragie en flammèche fait partie. Je rajoute juste que sur toutes ces complications, les complications immunologiques, elles sont quand même beaucoup plus rares que les autres. Mais c'est bien de vous poser toutes ces questions. C'est quoi les complications infectieuses du patient, les complications cardiaques? Est-ce qu'il y a des complications emboliques et immunologiques systématiquement pour un patient qui se fait d'endocardite? Voilà, juste pour votre information, les complications immunologiques, c'est quand même les complications qu'on voit le moins chez les patients qui ont des endocardite. Ouais. C'est quoi la dernière année? Glomérulo, ça doit être au niveau du rein. Voilà. Moi, à la base, je suis cardiologue. Et donc, je ne serais pas t'interpréter tout ça. Alors, donc, phénomène vasculaire, par exemple, on peut avoir du purpura vasculaire, des hémorragies en flammèche, des infarctus, des phénomènes immunologiques. Ça, vous voyez, c'est le fameux nodule d'Osler. C'est vraiment du pus, c'est comme un panarie en fait, vous allez voir du pus au niveau de la pulpe des doigts. J'en ai vu une fois dans ma vie. Donc ça, vous avez des hémorragies en flammèche. Ici, des petits emboles cutanés distaux, à ne pas confondre avec un nodule d'Osler. Le nodule d'Osler, vous avez une sorte de cocarde, enfin c'est violacé, autour c'est blanc, et ça fait très très mal. Et c'est fugace, enfin ça apparaît puis ça disparaît. C'est souvent présent au début. Alors que là, c'est des phénomènes multiples, vous voyez, il y en a partout, et c'est nécrotique, et ça disparaît pas. Ça, c'est un nodule d'Osler, et ça, c'est un autre faux panarie d'Osler. On voit le pus. Là, au niveau de la tige des doigts. Ça, c'est celui qu'on avait eu. Il y avait un patient qui avait une endocardite à Marie-la-Longue et il avait ça sur le doigt. J'aurais plutôt dit faux panarie, c'était très isolé et ça a disparu par la suite. Mais il est moins caricatural que celui-là. Le purpura vasculaire, et ça, l'érythème palmoplantaire de Janeway. J'en ai vu. Si, j'en ai vu. Le purpura, c'est un peu souvent. Vous avez fait la dermatologie. Le purpura vasculaire, c'est nécrotique, fluence le bilan emprunt. C'est un mécanisme immunologique lié aux internes vasculaires spécialisés, si vous savez que vous avez une lésion vasculaire. Ça doit vous faire évoquer potentiellement le diagnostic d'endocardite. Et ce serait plutôt sur une porte d'entrée en médecine interne, enfin en médecine interne. Ouais. Comment on fait la différence entre les tâches de Janeway et les emboles? Les emboles et les... Alors, les emboles, ça va être nécrotique. Janeway, c'est palmoplantaire. Et les emboles, ouais, ça va... C'est plus disto.
c'est noir, ça fait très mal. L'érythème palmoplantaire, c'est comme son nom l'indique, c'est sur les paumes ou la paume du pied. C'est pas vraiment en distalité, c'est pas nécrotique. Et ça fait moins mal ou pas mal. Pas mal. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Enfin, si tu vois des lésions, un peu d'échymose comme ça, ou des extrémités d'un patient, avant de te chauffer et de dire c'est un érythème palmoplantaire de gène, ouais. L'idée c'est que des lésions au niveau des acrales et distales, ça doit vous faire penser aussi, vous faire évoquer le diagnostic d'endocardite s'il y a d'autres signes en faveur. Il y avait une autre question? Non. Okay. Alors s'il n'y a pas d'autres questions, nous on en a une à vos tablettes. Donc qu'est-ce que vous allez dire à l'infirmière des urgences pour votre patient pour le prélèvement des hémocultures? Vous êtes 35 sur 90 à avoir répondu. Encore quelques-uns pour avoir le quorum du canton. Allez. Bon, c'était facile, visiblement. Est-ce que vous avez des questions sur les hémocultures? L'idée, c'est vraiment que vous reteniez que dans l'endocardite, la bactérie, elle peut être intermittente. Et donc, pour augmenter la sensibilité, des hémocultures, du diagnostic et des hémocultures, il faut répartir les prélèvements idéalement sur 24 heures, à au moins 1 heure d'intervalle. Par contre, si vous avez un patient qui est en choc septique, globalement, l'idée c'est que probablement qu'il a une bactériémie en cours s'il est en train de faire son choc, et donc il n'y a pas d'intérêt à étaler les prélèvements. Et donc vous pouvez faire les 2 à 3 paires, on dit 40 à 60 ml, sachant qu'une hémoc, un flacon c'est 10 ml, il faut remplir de 10 ml. Donc ça fait 2 à 3 paires d'hémocultures, ALA et aérobie, à faire en moins d'1 heure dans un contexte de choc septique. Voilà, le seul cas où vous pouvez faire des antibiotiques avant la réalisation d'hémoculture sur un tableau d'infection bactérienne, c'est le purpura fulminans si vous êtes en ville. Aux urgences, vous avez le temps normalement de faire des hémocultures. Et on fait quoi comme antibiotique sur le purpura? Parfait. Et c'est pas forcément lié, on peut faire en lien. Même s'il n'y a pas de fièvre, hein, c'est des erreurs qu'on voit régulièrement on attend le prochain pic fébrile parce que c'est au moment où il décharge. Et donc on a plus de chances de choper la bactérie. Non. Dans l'endocardite, c'est soutenu, on le prélève même sans fièvre. Et on remplit bien pour augmenter la sensibilité. Le but, c'est d'identifier le germe. Sur remplir bien les flacons d'hémoculture, vous pouvez le voir sur les flacons, je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais si vous êtes dans les services, vous pouvez demander aux infirmières de voir les flacons, parce que souvent les gens ne savent pas trop ce que c'est les flacons d'hémoculture. Mais donc, je ne sais pas si tout le monde en a vu, mais déjà c'est intéressant de savoir parce que ça aide à comprendre comment ça fonctionne. Vous avez 2 flacons, ANA et aérobie. Il y a un petit trait pour l'infirmière pour savoir jusqu'à où remplir. Donc ça, l'idée c'est de vérifier, idéalement, c'est de vérifier que l'infirmière ait bien rempli les tubes. Si vous remplissez trop, par contre, il y a des risques de faux positifs, mais vaut mieux trop que pas assez. Est-ce que vous avez des questions sur les hémocultures en soi? Tout le monde a compris comment ça marchait? Il faut prévenir le laboratoire si on est dans un contexte de suspicion d'endocardite. Donc les hémocultures, de façon standard, on va les garder 5 jours dans des sortes de fours. Ouais. Voilà, donc normalement on garde toutes les hémocultures que vous prélevez pour n'importe quel patient. Le laboratoire il les garde 5 jours dans des automates et en fait ça chauffe et s'il y a une bactérie ça va proliférer, ça va faire virer, je crois que c'est le pH, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais en tout cas il va y avoir une réaction dans le flacon qui va faire changer de couleur le culot. Donc quand vous voyez des flacons d'hémoculture, le fond c'est beige et en gros ça va changer de couleur s'il y a une bactériémie. Et donc, si ça change de couleur, l'automate va le détecter, il va faire bip bip bip. Donc là, les laborantins, les techniciens de laboratoire, ils sortent le flacon, ils étalent, ils vont faire un examen direct en faisant la coloration de grammes, et c'est comme ça qu'on va savoir si l'hémoculture est positive ou pas. Mais voilà, potentiellement, ça ne va pas être positif, donc on rend les hémocultures stériles à 5 jours. Ça veut dire qu'en 5 jours, l'automate n'a pas sonné. Pour les hémocultures, pour les endocardites, quelqu'un sait pourquoi on les garde? Il faut prévenir le labo. Voilà, on les garde plus longtemps
pour certains germes, donc notamment les streptocoques déficients, Abiotrophia, Granulicatella, etc. Et aussi donc, les bactéries du groupe Asacti qui vont pousser plus tardivement. Et aussi d'autres bactéries comme le Cutibacterium acnes, mais ça c'est un peu un programme pour vous. Les levures aussi, non? Les levures, ouais. Bon, la plupart des levures poussent en moins de 5 jours. Mais effectivement, donc, pour les endocardites, on les garde, nous ici à Saint-Joseph, on les garde 10 jours, mais certains labos les gardent 14. En pratique, en 10 jours, on a tous les germes. Il y a des études qui ont montré que ça suffisait. Regardez sur les feuilles des cultures, les bons, il y a une case accrochée suspicion endocardite. On n'appelle pas forcément à chaque fois le laboratoire, mais en tout cas, quand l'infirmier remplit la feuille des cultures, il y a une case de suspicion endocardite. Donc, pour revenir au cas clinique, lombo-sciatique fébrile, un terrain un peu débilité qui peut exposer à une endocardite, vous suspectez ces deux diagnostics. Qu'est-ce que vous faites comme examen complémentaire pour avancer dans votre démarche? C'était la question suivante. Voilà, c'est à vous. Très bien, quel quorum? 50. Ceux qui ont répondu faux deuil, il y en a un parmi les 11 courageux qui peut nous dire pourquoi. Il y a un courageux. Parce qu'alors, il y a l'image d'œil avec Alors oui, parce qu'il peut y avoir les nodules de Roth, qui sont aussi un marqueur d'endocardite, un phénomène immunologique, il me semble. Néanmoins, tous les endocardites sont pareils, on fait pas ça en première intention à fond d'œil. Et ouais, c'est en première intention. Électromyogramme, quelqu'un a... Il y a eu ECG, électrocardiogramme. Non. Ok. Scanner TAP, ça peut se discuter en effet, on a mis faux. Donc le TT évidemment, le fond d'œil effectivement on ne le fait pas de façon systématique, déjà parce que c'est souvent difficile à avoir des fonds d'œil, et puis en fait on le fait soit sur point d'appel, soit pour trouver des arguments en plus pour l'endocardite. L'électromyogramme, non là il n'y avait vraiment pas d'indication. Sauf si spondylodicite compliqué, mais non, franchement, non. Et le scanner TAP, donc en fait, le bilan d'extension pour l'endocardite, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est qu'il n'est pas systématique. En pratique, tout le monde le fait assez facilement, mais ce qui a été montré, c'est que ça ne va pas changer la prise en charge, parce que vous savez que le traitement de l'endocardite, il est très prolongé. C'est 4 à 6 semaines de traitement en général, donc c'est rare qu'une complication embolique ou des abcès changent finalement la durée de traitement. Donc c'est vraiment à faire sur point d'appel, ou pour si par exemple le patient a très mal au ventre, vous allez le scanner pour vérifier qu'il n'ait pas fait l'infarctus pénique ou ce genre de choses. Mais autrement ça ne va pas forcément changer votre prise en charge. Sauf si pareil, vous avez un patient qui a une AEG, etc. dans le bilan pour essayer de comprendre ce qui se passe. Oui, ça c'est plus pour le bilan étiologique, trouver des arguments en plus pour l'endocardite, trouver des critères linéaires en plus. Parce que vous savez que voilà, on sait des critères de Duke qui ne sont pas présents dans le PIDI mais qui sont présents dans le collège de cardio pour s'orienter, pour poser le diagnostic d'endocardite. Donc voilà, donc l'idée c'est que le scanner TAP c'est sur point d'appel, vous devez retenir c'est sur point d'appel, vous retenez que c'est sur point d'appel ou pour trouver des arguments en plus pour l'endocardite. Et pour le diagnostic de spondylodicite, en fait, là le tableau il était assez aigu et on sait que le scanner peut être faussement négatif et que si vous avez une suspicion de spondylodicite, il faut demander une IRM du rachis entier pour faire le diagnostic plus facilement. Ouais, vous avez des questions sur juste pour le TEP scanner. Bon, juste pour info, le TEP scanner, c'est aussi, donc dans certains centres, vous verrez peut-être des patients qui ont une suspicion d'endocardite qui vont avoir un TEP. Pour le bilan d'extension, ça peut servir pour le bilan d'extension, pour le bilan de la porte d'entrée en fonction de certains germes. Et ce que vous devez retenir, mais c'est un peu hors niveau, je pense, mais c'est juste que le TEP scanner, c'est aussi très bien pour tout ce qui est endocardite sur matériel.
Par contre, pour les endocardites sur valve native, on sait que c'est pas un bon examen pour diagnostiquer l'endocardite sur la valve parce que ça ne va pas bien fixer. Par contre, si vous avez une valve prothétique, ça peut vraiment être utile et on le fait assez facilement pour les suspicions d'endocardite sur valve prothétique. Pas de questions sur ça? IRM. Oui. Oui, parce que vous savez que l'endocardite peut se compliquer d'abcès qui peuvent après provoquer des troubles de la conduction, mais pire, ils en vont avoir. ECG pour tout. Je crois que même dans le PLI, en théorie, c'est ECG quotidien quand un patient est hospitalisé pour une endocardite. Je ne sais pas si c'est fait systématiquement ça, mais vous devez retenir ECG quotidien. Alors vous avez quoi sur l'IRM? Là, il n'y a pas de question. J'approuve le complément. J'ai entendu densité avec IRM. Vous pouvez, si vous osez participer à voix haute, vous pouvez, sinon vous pouvez écrire sur... Densité, c'est en interprétant un scanner. C'est quoi? Ok, alors, bon, l'image de mots ne marche pas. Mais vous avez dit spondylodicite, hyperdensité, infection, spondylodicite, hypersignal, hypersignal. Et bien c'est parfait. Effectivement, il y a un hypersignal des vertèbres L4, L5. C'est un TBE, je pense, flair, et qui est très évocateur du diagnostic de spondylodicite. Sinon, en T1, vous savez que ça fait plutôt un hyposignal et il va y avoir un rehaussement avec l'injection de gadolinium. Donc finalement, donc on vous appelle en vous disant, bah voilà, l'automate a sonné. Et donc au gramme, ils ont vu des coccygrammes positifs. Donc sur cette liste de bactéries, quelles sont celles qui sont des bactéries à gram positif? Ouais, bon, c'était un peu facile. Parfait. Ouais, donc le streptocoque pneumonique, donc vous ce que vous devez retenir, c'est staphylocoque doré bien sûr, tous les staphylocoques aussi qui ne sont pas dorés à coagulase négative sont tous sur matériel. Le streptocoque pneumoniae, donc ça ne donne pas des endocardites ou très rarement dans le cadre du syndrome d'Austrian, A-U-S-T-R-I-A-L, Austrian, A-U-S-T-R-I-A-L. Donc ça c'est très rare, c'est méningite, endocardite, pneumopathie. C'est pour briller en visite, mais globalement, on savait, je crois qu'on en a eu d'ailleurs à Marie-Lanou. Mais vous ne devez pas retenir ce germe comme un germe classique d'endocardite. Par contre, staph doré, oui, l'entérocoque fécalis aussi, et le streptocoque galolyticus ou streptocoque du groupe D, ou streptocoque bovis, ça c'est la même chose. Donc ça, c'est des germes qui sont très riches d'endocardite. Voilà, donc finalement, vous voyez le gramme, on voit des coccygrammes plus, vous voyez qu'ils sont comment? Très bien. On vous a sous-estimé. Et donc c'est quoi? Ouais. On peut dire que c'est un streptococcacé. Donc les streptococcacés comprennent les entérocoques. Si jamais vous avez des bactériologistes qui me disent ça, c'est des bactériologistes qui ne veulent pas trop se mouiller. Mais globalement, voilà, donc en amas, en staph, c'est du staph. En grappe de raisin aussi on dit. Vous savez que c'est la première cause actuellement, donc, comme on vous l'a dit, d'endocardite. Dans les streptocoques, c'est les streptocoques oraux, donc on dit aussi streptocoque viridans, c'est la même chose. C'est les streptocoques mitis, oralis, sanguinis, vestibularis, sanguinis, tout ça c'est des streptocoques oraux. Le streptocoque pneumoniae, ça fait partie des streptocoques oraux du groupe mitis, pour votre information. Mais voilà, comme on a dit, c'est un streptocoque particulier, extrêmement virulent, et on peut se dire que comme il donne des tableaux très aigus, les patients n'ont pas le temps d'être assez longtemps bactérieniques pour donner l'endocardite. Mais ça existe, faut l'évoquer quand même sur certains tableaux. Le streptocoque galolyticus, qu'est-ce que vous savez dessus? Très bien. Ouais, cancer colorectal, coloscopie systématique.
Ça fait partie, en fait, historiquement, c'était regroupé dans la famille des entérocoques et streptocoques galolyticus, ils faisaient partie un peu du même groupe. Et donc c'est pour ça qu'aussi pour les endocardites à entérocoques, on fait aussi une coloscopie. Ça est aussi une porte d'entrée digestive ou urinaire. Voilà. Ensuite, donc, le candida, c'est quand même beaucoup plus rare. Donc ça, vous l'évoquez chez des patients immunodéprimés ou chez des patients toxicomanes. Et les bactéries du groupe A-sec, donc Haemophilus, Actinobacter, Acinetobacter, Carbobacterium hominis, Echinella, Echinella. Le A, j'ai un petit doute, Agregatibacter, qui me rappelle plus du A. Vous vous rappelez que ces bactéries du groupe A-sec, c'est les streptocoques déficients, c'est les bactéries qui peuvent fréquemment donner des endocardites. Donc si vous avez une bactériémie du groupe A-sec, en gros le message c'est un patient qui a très forte chance d'avoir une endocardite associée et il faut aller rapidement à l'ETT. Et donc chez ce patient, qu'est-ce que vous mettez comme antibiotique? Ok, bah vous avez tous bien répondu. Là, c'est l'auréus la plus. Ah oui, la plus. Attends, de la plus grande. Donc très bien, l'amoxicilline, en effet, c'était le bon choix. Je ne sais pas si vous voulez qu'on commande ça. Céfotaxine, ça marche très bien. Bon, après, ça va dépendre de la CMI du germe. Franchement. Traitement. Effectivement, vous retenez que sur les streptocoques oraux, a priori, l'amoxicilline, ça fonctionne. Il faudra quand même récupérer l'antibiogramme parce qu'il y a des streptocoques qui sont résistants à l'amoxicilline, des streptos de la bouche, parce qu'ils peuvent avoir des palpés mosaïques et donc avoir des CMI autobêta-lactamines, mais donc ça, il faut faire des CMI, ouais. Alors, non. C'est vrai que ça ne fonctionne pas, mais tu aurais pu mettre Cefotaxamox et là ça aurait marché. Mais effectivement. C3G ça ne marche pas, c'est le moyen de Voilà. c'est la princesse Leia. Ouais. Listeria Coque entérocoque anaérobie. intracellulaire anaérobie. Ah oui, Pas mal, hein, la princesse Leia dans Star Wars. C'est quoi ça? Listeria entérocoque intracellulaire anaérobie. Les C3G ça ne marche pas là-dessus. Voilà. Okay. C'est un petit moyen de technique que je vous donne qui marche très bien. C'est bon? Donc ouais, Cefotax, ça marche pas sur l'entérocoque parce qu'ils ont des PLP non affines pour les C3G, mais par contre il y a des synergies. Je ne sais pas si ça vous connaissez tous la synergie de C3G avec l'amoxicilline sur l'entérocoque. On en parlera après, mais donc voilà, en bithérapie, il y a une synergie entre les deux sur l'entérocoque, mais effectivement Cefotaxac ça marchera pas dessus. L'amox par contre ça marchera à condition que vous récupérez l'antibiogramme et que le strepto est bien sensible, mais a priori il y a toujours des chances que ce soit le cas. Tazo, Vanco, non, c'est pas un patient nosocomial. Et cloxacilline, ça sera efficace, c'est un peu la même chose, ça sera pas efficace sur l'entérocoque, ça pourrait être efficace sur un strepto quand même, mais la cloxacilline, vous savez que c'est un antibiotique qu'on met pour le staph doré, en théorie. Oxacilline et cloxacilline et céphazoline, globalement c'est des équivalents. C'est pas, donc oxacilline et cloxacilline versus céphazoline, c'est des céphalosporines qui ont une très bonne affinité pour le staph doré. La pénicilline M. Oxa, c'est des pénis. Et la céphazoline, c'est une CMG qui est tout aussi efficace et moins toxique pour le staph doré. Yes. Ça, c'était juste pour vous montrer, quand on prend une végétation, c'est ce magma qui se développe sur les valves. En fait, les bactéries, elles sont au fond du magma, elles sont en contact de l'endothélium, et au-dessus, il y a tout un réseau de fibrilles qui se développe, qui forme ce tissu qu'on appelle une végétation. Et vous voyez bien que les neutrophiles qui sont dans le sang circulant, ils ont du mal à aller jusqu'au niveau des bactéries, qui sont vraiment en profondeur. C'est entre autres pour ça qu'on a toujours du mal à stériliser les endocardites, et qu'il y a en permanence une septicémie et plus ou moins des complications emboliques. Quand débutaient les antibiotiques, on en a parlé juste avant,
le patient grave, le patient dont on est sûr que c'est une endocardite, et le patient qui va avoir une chirurgie valvulaire en urgence. En fait, le rationnel, il faut identifier le germe. Parce que l'antibiothérapie probabiliste de l'endocardite, c'est très large, c'est très fort et c'est à l'aveugle pendant très longtemps. Donc on veut identifier la bactérie. C'est pour ça qu'on fait 3 paires d'émogues remplies jusqu'à ras-bord chez ces patients-là, pour essayer vraiment au maximum d'avoir le germe. Mais chez les patients qui sont graves, comme vous disait Lorraine, c'est des patients qui ont une septicémie très importante, sinon ils ne seraient pas en état de choc. Donc on sait qu'on va les avoir. Le patient qui a vraiment le gros profil d'endocardite avec des abcès partout, la végétation, on est sûr qu'on va avoir la bactérie avec des volets d'hémoculture. De même que le patient qui va en chirurgie en urgence, c'est que c'est une endocardite grave, et donc c'est une endocardite où il y a des germes circulants, donc on va attraper. Donc, chez ces patients-là, on peut faire les hémocultures et commencer une antibiothérapie en sachant qu'on va pouvoir adapter secondairement. En revanche, le patient où c'est un peu incertain, on pense que c'est une endocardite, mais on n'en est pas sûr, on évite de commencer une antibioprophylaxie à l'aveugle qui va ensuite tout décapiter. Vous avez compris la logique? Vous retenez que les endocardites à hémoculture négative, c'est 5 à 10% des endocardites. La première cause, c'est des patients qui ont eu des antibiotiques trop tôt. Et donc c'est dommage, et le message c'est que globalement, souvent on a le temps de documenter avant de se jeter sur l'antibiothérapie probabiliste. Et on sait que les endocardites à hémoculture négative, du coup, elles ont un moins bon pronostic, probablement parce que du coup, on n'a pas la bonne antibiothérapie, ou on est toxique, on les opère moins aussi. Donc voilà, ça a un vrai impact de mettre des antibiotiques trop tôt. Ouais. Non, parce que ça va sortir... Ça peut sortir avant, et puis après, il y a des patients, ils ont des tableaux chroniques, ils sont altérés. Et... Le délai moyen de diagnostic d'une endocardite, entre le début des symptômes et on pose le diagnostic d'endocardite, c'est des semaines pour la forme classique. Donc les patients, ils ne sont pas à 3 jours près. Et puis il y a quand même la grande majorité des germes dans l'endocardite qu'on diagnostique dans les 5 jours. On les garde 10 jours, il y a certains labos qui le font même pas en disant que ça ne sert pas à grand chose, qu'en pratique, à part le Cutibacterium acnes, qui est un germe que vous n'avez pas trop à connaître, mais globalement, 90, je pense plus de 90% des germes de l'endocardite, on les a en moins de 5 jours. Pour les germes classiques, pas les Coxiella et les Bartonella, etc. Donc le traitement probabiliste de l'endocardite, c'est pas pour tout le monde, c'est que chez ces patients graves qui vont aller au bloc ou qui sont vraiment en état de choc. Si vous décidez, le patient il est en vrac, il est en état de choc, il faut qu'on commence une antibiothérapie après avoir fait les hémocultures, bien sûr, et que le purpura, on commence avant. Qu'est-ce qu'on met? Si le patient il a une prothèse, si le patient il a une valve native ou une prothèse depuis plus de 12 mois, qui dit prothèse depuis plus de 12 mois dit 1 qu'il est plus nosocomial, et 2 dit que la prothèse elle va être recouverte elle va s'endothélialiser, elle va être recouverte progressivement par un film d'endothélium. Et donc c'est comme si c'était une valve native, entre guillemets, avec des germes communautaires. Ok? Dans ces cas-là, on met quoi? Mais amoxicilline plus, donc comme on a dit, cloxacilline ou oxacilline, c'est pareil, ou bien cépazoline. Vous pouvez le voir, en infection, on prépare la céphazole, parce que maintenant on sait que la cépazoline a la même efficacité et est moins toxique que l'oxacilline, qui peut donner assez facilement des cristalluries. Donc voilà, mais il faut retenir de l'amoxicilline pour cibler en gros les streptos, l'entérocoque, et l'oxacilline parce qu'on sait que le meilleur traitement sur une bactérie à staph doré, c'est une PNIM ou une syringée, donc la cépazoline, pour les staph doré métiès. Ça retombe sur ce qu'on vous disait sur les germes. L'amox c'est pour les streptos, l'entérocoque, et l'oxa ou le céphazole c'est pour le staph. Et pourquoi je vous ai mis en rouge tolérance là? Parce que si on met le traitement probabiliste, c'est des doses très importantes de bêta-lactamine. C'est 12 grammes d'amoxicilline, c'est 12 grammes de cloxacilline. Sauf qu'avoir 24 grammes de bêta-lactamine, quand vous prenez 3 grammes pour une angine d'amoxicilline, vous prenez 3 grammes. Voilà, il y a des patients qui sont traités à plus de 20 grammes de bêta-lactamine, avoir plus de 20 grammes de bêta-lactamine. Ça peut donner des cristalluries, surtout la cloxacilline, c'est pour ça la céphazole. Et aussi, les patients, ils peuvent progresser. Okay. Donc ça a aussi un impact de mettre ce genre d'antibiothérapie. L'agenda, vous retenez l'agenda. Et si c'est une prothèse de moins de 12 mois, là, on est dans un profil nosocomial. Et donc on cible
les staffs métiers. Et donc c'est pour ça qu'on va mettre soit de la vancomycine, soit de la daptomycine, qui sont les deux traitements que l'on peut mettre pour les staffs métiers, soit dorés ou non. Plus la gentamicine et la rifampicine. En général, on attend quelques jours pour la mettre parce que vous savez qu'elle a une faible barrière, on peut facilement sélectionner des mutants résistants à la rifamp sous traitement. Une faible barrière faible barrière génétique résistante, je vais y arriver. Et donc on attend en général quelques jours de traitement avant d'introduire. En tout cas, c'est indiqué. Mais voilà, vous retenez que sur les valves prothétiques, en probabiliste, on met de la rifamp, de la genta et de la vanco. Et c'est indiqué parce que ça va détruire le biofilm que peuvent sécréter, enfin produire les bactéries qui se fixent sur les valves. Okay, ce qui n'est pas le cas quand c'est des valves natives ou des valves depuis plus de 12 mois qui sont endotalisées ou des valves natives. Vous voyez la logique? Les natives ou les prothèses depuis plus de 12 mois endotalisées, bah, c'est les germes communautaires, les strepto pour le Amox pour le strepto, Oxa pour le staph et Amox et Genta pour l'entérocoque. Si c'est des prothèses, bah, c'est nosocomial, donc il faut couvrir le SARM ou Vanco d'apto. Et puis bah, il faut couvrir, détruire le biofilm et donc on rajoute de la rifamp derrière. Okay, et alors ensuite, quand on a identifié le germe, ce qui est le but, là on va cibler. Bon, globalement, donc, les endocardites à streptocoque, vous retenez que c'est une bêta-lactamine, si on peut, de l'amoxicilline, mais comme je vous ai dit, pour certains patients, on est obligé de mettre de la ceftriaxone ou de la vanco, ça dépend de si les streptos sont sensibles aux bêta-lactamines ou non. Et donc, il nous faut l'antibiogramme et parfois des CMI. Il faut rajouter de la gentamicine 2 semaines pour pouvoir faire un traitement court de 2 semaines, mais en pratique, franchement, c'est très peu fait. C'est vraiment les endocardites, théoriquement, qui sont sur valve native, non compliquées, à germes sensibles, etc. Donc, mais franchement, on le fait très rarement. Et en tout cas, si on le fait, c'est pendant 2 semaines. Vous savez qu'en fait, les aminosides, c'est très toxique, ça rend les patients sourds, ça donne des néphropathies, surtout sur les traitements de 2 semaines. C'est pour ça aussi qu'on fait des doses moindres dans l'endocardite. Je pense que les doses, pour le coup, vous n'allez pas les attendre. Ça, c'est assez récent. Avant, c'était bithérapie pour tout le monde. Ouais. En fait, les streptos, on peut les traiter en monothérapie. Ouais. Ça marche très bien. Après, si on veut faire un traitement court, on peut rajouter de la genta, mais on a plutôt tendance à hésiter parce que c'est très toxique. Donc maintenant, on le fait de moins en moins et en fait, on le réserve surtout sur les patients très graves, en choc initialement, et on rediscute systématiquement le traitement. Pour les entérocoques, ce qu'il faut vraiment retenir pour l'entérocoque fécalis, c'est que maintenant on fait quasiment pour tout le monde la bithérapie amoxicilline ceftriaxone parce que c'est beaucoup moins toxique que l'amox genta, comme je vous ai dit, et c'est tout aussi efficace. Donc maintenant on traite toutes les endocardites entérocoque fécalis par ceftriaxone amoxicilline pendant 6 semaines. Les entérocoques, pour le coup, c'est bithérapie. C'est bithérapie pour tout le monde, 6 semaines. Et comme on n'a pas envie de mettre de la genta, si on a de la chance du fécalis, et ben Amox plus C3G, ça marche sur le fécalis. Même si on vous disait avant que la C3G seule, ça ne marchait pas sur les entérocoques. Ça ne marchera pas sur l'entérocoque fécium. Mais comme les endocardites entérocoque fécium, c'est très rare, il faut que vous reteniez, vous, que si vous avez une bactérie entérocoque fécium, l'Amox, ça a 95% de chance de ne pas marcher. Et le traitement, dans ces cas-là, c'est de la vancomycine. Mais c'est vraiment beaucoup plus rare que les endocardites entérocoque fécalis. Et pour le staph, voilà, le staph, donc ce que vous verrez le plus, c'est les endocardites à staph dorémétiès, parce qu'en France, finalement, on est assez peu concerné par le SARM. Et donc le staph dorémétiès, on vous l'a dit, c'est céphazoline, oxacilline. Il n'y a pas d'intérêt à rajouter de la rifampicine ou des aminosides, ça a été montré sur les endocardites sur valve native. Par contre, c'est ce qu'on fait sur les endocardites sur valve mécanique, ou enfin les deux protéines. Donc, pour en revenir dans notre cas, le patient il a une lombo-sciatique, il a une spondylodicite avec de l'entérocoque ou du strepto, on va dire que c'est du strepto qui est circulant. On a commencé de l'amoxicilline, on a identifié le germe et c'est très sensible à l'amoxicilline, mais on a quand même une suspicion d'endocardite dans le terrain. Puis on peut avoir une lombosciatique, une spondylodicite sur un embole d'endocardite. Et donc, qu'est-ce qu'on fait comme examen? En première intention, on fait une échographie cardiaque pour voir s'il y a des images d'addition sur les valves. Est-ce que si l'échographie, comme dans le cas clinique, elle est normale, ça vous élimine votre diagnostic? Non. Et alors, qu'est-ce que vous proposez pour avancer dans le diagnostic? ETO, on va passer parce que vous avez tous très bien compris. En effet, on va faire une ETO.
Et alors, une autre petite image. Suspicion d'endocardite, parce que vous avez un souffle, vous avez un terrain, comme chez le monsieur, souffle-terrain, et puis en plus, il est très sceptique, il y a des phénomènes vasculaires, des phénomènes immunologiques, et bien, la pierre angulaire pour le diagnostic de l'endocardite, c'est pour ça que c'est cette image, la pierre angulaire, la clé de voûte plutôt, c'est l'échographie. Et qu'est-ce que vous recherchez à l'échographie, que ce soit transœsophagienne ou transthoracique, qui peuvent des complications d'endocardite? Abcès du septum. Bon, attendez, vous avez répondu en plus, c'est parfait. Hop, voilà, je jongle. Abcès du septum, vous avez bien répondu. De l'insuffisance cardiaque gauche, ouais. Une perforation. Végétation, oui. Et vous avez tous très bien répondu. Il y en a peu qui ont répondu à insuffisance cardiaque gauche. On peut avoir des signes d'insuffisance cardiaque à l'échographie, avec des pressions dans le cœur qui sont très augmentées. Insuffisance, perforation valvulaire, insuffisance aortique. Les endocardites, ça ne donne pas de rétrécissement. Hein, les endocardites, ça grignote. Ça ne fait que des insuffisances. Okay, si c'est une valve mécanique, alors ça ne va pas grignoter la valve mécanique, mais en revanche, ça va grignoter autour de la valve mécanique, et donc il va y avoir des insuffisances périvalvulaires. Okay, on n'a pas de rétrécissement sur des endocardites, sauf cas exceptionnel où vous avez un énorme magma de végétation qui va bloquer une ailette d'une valve mécanique. Okay, mais là, on est dans le terrain, c'est une valve mécanique, et puis on a une grosse végétation qui va bloquer une ailette, et donc on peut avoir un souffle de rétrécissement. Mais c'est un cas très exceptionnel. Sinon, les endocardites, ça grignote, ça donne des fuites. Oui. Il avait un souffle mésosystolique, lui. Mais lui, en fait, il avait un rétrécissement aortique, et donc c'était un terrain à risque. C'était pas forcément le... Ouais. Alors, ça, c'est le moment que je préfère, parce que c'est le moment où il y a des échographies. Vous endormez pas, hein. Petite ambiance tamisée pour que vous voyez mieux l'écran et vous familiarisez avec ces échographies. Donc, ça, c'est les deux vues les plus classiques. C'est la vue parasternale. Comme son nom l'indique, on est para à côté sternal du sternum. On est là. Et on voit le cœur dans son grand axe. Le cœur, il est penché vers la gauche et vers le bas, avec un angle de 30 degrés. Et donc, en fait, là, on coupe le cœur dans son grand axe. On l'aligne. Et qu'est-ce qu'il y a devant le cœur? Il y a le ventricule droit, parce que le cœur, il est tourné comme ça vers la gauche. Donc là, on a le ventricule droit. Là, on a le septum interventriculaire, la paroi postérieure ou la paroi inférolatérale, la valve mitrale, l'oreillette gauche, la valve aortique. Ok? Ça, c'est une image normale. Ce que vous voyez ici, là, c'est quoi? C'est les cordages de la valve mitrale. Pour que quand le cœur se contracte et que les pressions dans le ventricule gauche augmentent, que la valve ne s'ouvre pas. On a tout un système de parachute, de cordages et de piliers qui tiennent la valve bien fermée. Ok? Mais ce n'est pas des végétations, ça. Ça, c'est une échographie normale. Là, il y a un peu de graisse dans le péricarde. Bon. Vous voyez, là, c'est le péricarde hyperéchogène. Bon, et là, c'est l'autre vue classique. C'est cette fois-ci la vue apicale. On est à l'apex du cœur, on est dans le creux axillaire, on vise l'épaule droite. Et vous avez ici le ventricule droit ou gauche? Qui dit droit? Ben oui, c'est le droit. Alors, il est à gauche de l'écran, mais c'est le ventricule droit. Cela dit, aux États-Unis, ils font l'inverse. Le ventricule droit, il est à droite, et le ventricule gauche, il est à gauche. Mais non, c'est le ventricule droit, on le reconnaît. Pourquoi? Il est plus petit. Il est beaucoup plus petit. Mais c'est normal, parce que le ventricule droit, il contracte dans un système à basse pression où il y a 30 mm de mercure au maximum dans les artères pulmonaires, alors que le ventricule gauche, il éjecte dans l'aorte où il y a 140, 160 mm de pression. Donc, le ventricule gauche, il est beaucoup plus gros, beaucoup plus épais. La masse du VG, ça fait 5 fois la masse du VD. Vous prenez un VD, c'est 5 fois plus léger qu'un VG. Ok? Et puis la valve tricuspide, elle est un peu plus haute que la valve mitrale, peu importe. Donc là, vous avez la valve tricuspide, la valve mitrale. Et maintenant, que vais-je faire? Là, vous voyez qu'il y a un problème. Il n'y a pas besoin d'être cardiologue ou réanimateur à Marie-Lanon pour voir qu'il y a un problème. N'importe quel badaud, vous verrez que la valve mitrale, il y a un magma. Ok? Ça peut être un magma de végétation. Ok? Sur la valve mitrale. Vous voyez, en plus, ça fait un petit... Vous voyez le petit gros lot là derrière qui bouge?
Et là, c'est de la couleur, parce que la vie est plus belle en couleur. Quand c'est bleu, c'est que ça s'éloigne de la sonde. Quand c'est rouge, c'est que ça remonte. Et ben, vous voyez qu'il y a beaucoup de rouge là, quand le cœur se contracte, parce qu'il y a une énorme fuite. Pardon, beaucoup de bleu, théoriquement. C'est que j'ai mis pause au mauvais endroit. Il y a une grosse fuite en lien avec la végétation qui grignote tout. Une autre image. Alors cette fois-ci, on n'est pas en 4 cavités. On a bougé un tout petit peu pour voir la valve aortique qui est là. C'est comme une 4 cavités, mais on voit un peu l'aorte. Ce qu'on appelle la 5 cavité. Parce qu'il y a le VD, l'OD, l'OG, le VG et la valve aortique avec la chambre de chasse. Vous voyez ici, là? C'est pas normal, ça. Et pareil, il y a une grosse fuite, ça part et ça ressort. Je ne vous demanderai pas d'interpréter la gravité des fuites, mais c'est juste pour vous montrer qu'en couleur, il y a un reflux. Ok? Alors ça, c'est une autre vue. Alors cette fois-ci, c'est l'échographie transœsophagienne. Donc on passe dans l'œsophage avec notre échographe. Et donc on a l'oreillette gauche, la valve mitrale, le ventricule gauche, le ventricule droit, et là c'est la valve aortique. Vous voyez comment elle est épaisse et comment il y a des éléments dessus, à gauche et à droite même. Et là c'est la valve aortique vue en tout petit axe. Vous voyez bien, elle est tricuspide la valve aortique. Vous avez ici la cuspe non coronaire, la cuspe antéro-droite et la cuspe antéro-gauche. Et bien sur la cuspe antéro-droite, ici là vous voyez les magmas qu'on retrouvait ici d'ailleurs. Ok? Ça c'est des végétations. Classiquement, les végétations, elles sont plutôt sur le versant auriculaire de la valve mitrale et plutôt sur le versant ventriculaire de la valve aortique. Dans le sens du flux, en fait, ce qui décape l'endothélium. Mais bon, tout se voit là, on en voit un petit peu de l'autre côté. Et là, c'est une même vue ETO chez un autre patient. Vous retrouvez votre valve aortique qui est un petit peu épaissie. Et ce que vous avez ici, c'est ce que c'est? Un abcès. Voilà, une petite cavité liquidienne, en fait c'est du pus, qui est à côté de la valve aortique. Et ça c'est quoi? Oh là là! C'est un mec de 35 ans qui s'injecte de la drogue dans les veines et qui arrive pour un tableau de pneumopathie fébrile avec à la radio plein de petits nodules excavés sur le poumon. Et sur les hémocultures, il y a plein de staph. Et à l'auscultation, il y a un gros souffle tricuspidien avec un signe de Carvalho qui vous oriente plus vers un souffle d'insuffisance tricuspide. Donc vous lui dites, oulala, ça sent quand même l'endocardite chez ce monsieur. Allons lui faire une ETT, vous faites le TT, qu'est-ce que vous voyez? Il y a plein de végétation au niveau de la valve tricuspide. C'est impressionnant, hein? Non, ça vous fait un peu peur quand même? Parce que moi j'en ai vu plein, mais vous, pas encore, bientôt. Et en même temps, ça c'est toujours une vue ETO, mais est-ce que quelqu'un sait ce qu'il y a sur cette boucle? Pourquoi c'est hyper échogène là? Quelqu'un a la réponse? Il a ce qu'on appelle une... Non. Regarde, la calcification, ça apparaît, ça disparaît, ça apparaît, ça disparaît. Il a une valve mécanique avec des ailettes qui s'ouvrent, qui se ferment, qui s'ouvrent, qui se ferment. Et donc quand c'est fermé, les ultrasons, ça passe pas. Et donc derrière, vous avez un... vous voyez rien. Ok? Et qu'est-ce qu'il y a là qui vous dit bonjour? Eh ben, c'est pas les ailettes, ça c'est la végétation. Ok? Donc c'est un patient qui a une endocardite sur une valve mécanique. Je voulais vous montrer cette boucle-là parce que s'il y avait une végétation du côté ventriculaire, de ce côté-là, vous ne le verrez pas à cause de tous ces artefacts liés à la prothèse mécanique. C'est pour ça qu'il est important de faire l'ETO chez ce genre de patient, parce que là, à l'ETO, vous êtes dans l'œsophage, vous êtes de l'autre côté, alors qu'à l'ETT, vous êtes à l'avant. Et donc, quand vous êtes à l'ETT, vous ne voyez pas ce qui se passe derrière, et peut-être qu'il y a une endocardite qui se cache. C'est pour ça qu'en faisant l'ETO, vous voyez de l'autre côté. Ok? Par exemple, si le patient avait une prothèse mécanique ici, là c'est une image en ETT, et ben tout ce qu'il y a dans l'oreillette, vous ne le verrez pas. Et donc en fait, le ventricule il est en haut, les oreillettes sont en bas. À l'ETO, c'est l'inverse. On est derrière, donc on voit d'abord les oreillette droite, oreillette gauche, et là en dessous il y a les ventricules. Et là on ne voit rien ce qui se passe dans le ventricule. Ok? Vous avez compris l'importance? Super. Voilà, l'ETO, on est derrière le cœur, on est dans l'œsophage. Le plus souvent, c'est fait sous une sédation, mais ça peut se faire sous juste anesthésie loco-régionale. Hein.
Ça peut être un peu désagréable parce qu'on avale une sonde qui fait 40 cm et qui est large comme un petit doigt, mais ça peut tout à fait se faire avec une anesthésie loco-régionale. On n'est pas obligé d'être intubé pour avoir une TO. Donc vous avez une suspicion d'endocardite. La pierre angulaire, la clé de voûte de ce que je vous ai montré, c'est l'échographie. Ok ? La valve, c'est une valve prothétique. Que vous ayez votre diagnostic ou pas, il faut quand même faire le TO, parce qu'en fait, ça peut se cacher derrière. C'est ce que je vous ai montré. Vous me suivez? Ok. Si on ne voit pas très bien le TT, parfois il y a des patients qui sont BPCO, qui ont de l'emphysème, les ultrasons, ils ont du mal à passer, et ben en passant par derrière, on voit beaucoup mieux. Donc le TT systématique, mais s'il n'est pas très échogène, on fait le TO. Si l'échographie, elle dit il y a une endocardite parce que sur la valve, je vois plein de végétation, vous avez votre diagnostic. Mais vous allez quand même faire le TO pour faire votre bilan lésionnel, pour mieux voir toutes les valves. La valve mitrale, on la voit bien mieux à l'ETO qu'à l'ETT. Et donc, si on veut vraiment apprécier l'atteinte, par exemple, de la valve mitrale, il faut faire une ETO. Notamment, par exemple, pour avoir des indications opératoires, peut-être qu'il faut faire, peut-être que l'ETO vous dira « Ah oui, il faut opérer », alors que l'ETT vous dirait non. Parce que l'ETO est bien plus précise pour voir la valve mitrale, la valve aortique. Et enfin, l'ETT, elle est négative. Si vous y croyez vraiment pas, eh ben, vous arrêtez là. Mais si le patient, c'est le toxicomane qui arrive aux urgences avec plein de nodules escavés, des emboles septiques pulmonaires et qui crache des hémocs à staph, et qu'à l'ETT c'est négatif, vous y croyez quand même beaucoup, et ben vous allez faire quoi? Vous allez répéter l'examen, enfin faire le TO, et si c'est négatif, répéter les examens. Ok? Toujours une ETO, sauf si on n'y croit pas trop et que l'échographie est négative. Ok? Le diagnostic de Duke, le diagnostic d'endocardite, il n'y a pas un élément qui va vous dire, un examen ou un élément clinique qui va vous dire c'est une endocardite. C'est un faisceau d'arguments. C'est un faisceau d'arguments à la fois microbiologique et imagerie. Ok? Et clinique. Donc vous avez les critères majeurs qui sont dans votre collège, c'est les hémocultures positives, 2 hémocultures positives à des germes classiques, ou une seule hémoculture positive à Coxiella burnetii, une sérologie. Et puis une imagerie en faveur d'une endocardite. Et l'imagerie, ça peut être soit l'échographie, avec les images de végétation que je vous ai montrées, les images d'abcès que je vous ai montrées, mais ça peut être aussi d'autres types d'imagerie, comme le scanner ou le TEP scanner dont on a un petit peu parlé avant. Et ensuite, il y a des critères mineurs, le terrain, la fièvre, les phénomènes vasculaires, les phénomènes immunologiques. Et ça, c'est 5 critères mineurs. Et si vous avez 2 majeurs, vous avez votre diagnostic. Si vous avez 1 majeur plus 3 mineurs, vous avez votre diagnostic. Si vous avez 5 mineurs, vous avez votre diagnostic. Donc comment on raisonne? J'ai une suspicion clinique d'endocardite. Je regarde mes critères de Duke. Soit j'ai les 2 majeurs ou le majeur et les 3 mineurs, j'ai mon diagnostic. Soit j'ai aucun de tout ça et j'y crois pas. Ou j'ai un autre diagnostic qui s'impose à moi. En fait, le patient il a une cholécystite, et ben voilà, c'était ça. Soit je suis un peu entre les deux. J'ai un majeur et 2 mineurs, par exemple. Et bien qu'est-ce qu'on peut faire? Et bien, sur les valves natives, on peut déjà répéter les examens échographiques, parce que comme je vous disais, parfois on est trop tôt, et donc on n'a pas le temps de voir des végétations suffisantes à l'échographie. Ou on peut faire un scanner corps entier, ou une imagerie cérébrale comme une IRM, et si vous voyez par exemple qu'il y a des emboles au niveau de la rate, vous aviez un majeur, 2 mineurs, et sur le scanner il y a des emboles au niveau de la rate, ça vous rajoute un critère mineur qui est des phénomènes emboliques, des phénomènes vasculaires emboliques. Et donc là, hop, vous avez votre diagnostic. Ok? La scintigraphie, le PET scanner ou la scintigraphie au leucocyte marqué, on le réserve plutôt sur les valves, les prothèses valvulaires, comme vous disait Lorraine. Pourquoi? La scintigraphie au leucocyte marqué, c'est un examen qui se fait de 2 endroits en France, je crois, dont un à Bicêtre, il y a ça, la scintigraphie au leucocyte marqué. Et Bichat, voilà. Ça consiste à prendre des leucocytes du patient, à les marquer radioactivement et à les réinjecter. En pratique, les leucocytes ils vont faire quoi? Ils vont aller là où il y a de l'infection. C'est le même raisonnement que prendre que marquer le PET scanner où on donne du sucre marqué. Le sucre marqué, il va aller là où il va être capturé, les endroits où c'est très catabolique, où il y a de l'activité, il y a de l'inflammation. Mais en fait, sur les valves natives, comme son nom l'indique, c'est du tissu natif, c'est du tissu vivant, il va y avoir aussi des leucocytes qui vont aller se balader dans la valve native, il va y avoir aussi du sucre radioactif qui va être consommé par la valve native. Et donc,
ces imageries-là qui sont des imageries, et c'est le mot-clé, de contraste, vous aurez moins de contraste que sur une prothèse mécanique qui ne fixe pas de leucocytes, qui ne fixe pas de sucre. Et s'il y a un abcès d'une endocardite à côté de cette prothèse mécanique, et bien là, ça va vraiment flasher. Vous voyez ou pas? Scintigraphie ou PET scanner, c'est des imageries de contraste, et donc sur des valves qui sont inertes, ça marque beaucoup plus quand il y a une végétation ou quand il y a un abcès. Ok? Et donc si ces éléments-là, et pareil, il y a le scanner ou l'imagerie cérébrale qui va vous dire, qui peut vous rajouter des éléments supplémentaires emboliques. Ok? Et ensuite, ben, vous avez votre diagnostic ou vous ne l'avez pas. Allez, à vous là, parce que j'ai beaucoup parlé. Donc, on doit le marquer. Alors, on en était là. C'est à vous. Vous avez donc fait votre diagnostic d'endocardite. Quelles sont les localisations emboliques secondaires possibles? Enfin, et plus. Normalement, ça doit être déverrouillé pour vous. Non. C'est ma fille qui dit ça. Ça marche pas là? Oh. J'approuve le complément. Vous ne voyez plus la réponse. Et là, ça marche? Ah, on a fait peur. Ça rentre. Allez, on a le quorum, on a plus de la moitié. Alors avant que vous nous sautiez dessus, la D elle est bonne. Parce que je les connais, ils sont dès que... Enfin pas vous, mais globalement c'est très frustrant pour vous de répondre bon et de voir que c'est faux. Pire que l'inverse. Donc les endocardites, en effet, c'est présent chez 45% des patients. Les endocardites du cœur gauche donnent principalement des emboles cérébrales ou pulmonaires. Non, pulmonaire c'est le cœur droit. Sauf s'il y a un shunt. Mycotique, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure à madame ou monsieur, que ça a une forme de champignon, mais c'est pas du champignon, c'est pas que les endocardites fongiques qui donnent des anévrismes. Les lésions cérébrales, il peut y avoir de tout, de l'abcès, de l'infarctus, de l'hémorragie sur une rupture par exemple d'anévrisme. Et le TEP, c'est pas systématique, ça peut être utilisé si on a un diagnostic incertain, notamment pour avoir des éléments supplémentaires d'imagerie. Et puis en plus, l'intérêt du TEP scanner, c'est que vous pouvez voir, oh là là, ça fixe au niveau du côlon, ben, le patient il avait un cancer du côlon avec une porte d'entrée, un streptocoque galolyticus. Donc ça peut aussi vous donner la porte d'entrée. Le TEP scanner, c'est vraiment un examen sympa. Ça coûte cher et puis ça irradie aussi. Hein. Et ben ça peut emboliser partout. Donc le scanner TAC, ça peut vous permettre de rechercher les signes d'embol. IRM cérébrale, c'est pas systématique. C'est s'il y a des signes neurologiques. Si l'endocardite n'est pas certaine, c'est ce que je vous expliquais pour avoir des arguments supplémentaires. Et puis aussi en préopératoire, toujours. Le patient il a une endocardite, vous avez le diagnostic, c'est certain. Il a 3 critères majeurs. Enfin, ça n'existe pas, mais vous avez compris. Il y a 2 critères majeurs et 4 mineurs. Il faut l'opérer parce que la fuite elle est très sévère. Et ben, même s'il n'a pas eu d'imagerie cérébrale auparavant, vous le faites avant qu'il aille au bloc. Vous savez pourquoi? Est-ce que quelqu'un sait? Pourquoi on fait une imagerie cérébrale avant d'aller au bloc chez un patient qui a une endocardite? Parce que qui dit chirurgie cardiaque dit circulation extracorporelle, parce que le cœur il va falloir l'ouvrir. Qui dit circulation extracorporelle dit des tuyaux dehors, des grosses machines, et ça thrombose. Et donc les patients, quand ils sont en chirurgie cardiaque, ils sont hyper anticoagulés. Et donc s'il y avait un énorme anévrisme mycotique que vous avez méconnu, parce que vous n'avez pas besoin de lui pour poser le diagnostic, et que vous le posez sur la table d'opération et que vous démarrez la CEC, et ben il peut mourir sur table parce qu'il a rompu un anévrisme. Donc l'imagerie cérébrale, c'est utile s'il y a des signes neurologiques bien sûr, c'est utile pour avoir des éléments supplémentaires dans votre critère de Dieu, et c'est indispensable avant une CEC. Ok? Et après la porte d'entrée, c'est selon le gère.
Les complications cardiaques, troubles du rythme de conduction et l'insuffisance cardiaque avec cet énorme œdème aigu pulmonaire, en forme de papillon, comme on dit, c'est souvent mal toléré parce que c'est souvent des insuffisances valvulaires qui sont aiguës. C'est souvent des insuffisances valvulaires aiguës et tout ce qui est aigu, c'est mal toléré parce que le cœur, il n'a pas le temps de s'adapter. Donc les patients, ils peuvent avoir des tableaux comme ça d'OAP extrêmement sévères sur une endocardite qui a entraîné une fuite aortique sévère. Ok ? Et alors, ça c'est quoi? Vous qui avez fait déjà un peu de trouble de conduction. Un BAV, 2, 3, 4. Qui dit 2? Qui dit 3? Ça c'est un BAV 3. Le BAV 3, il n'y a aucun rapport entre les oreillettes et les ventricules. Chacun vit sa vie. L'espace PR, il n'a aucun sens. Dans le BAV 2, il y a le MOBITS 2, où l'espace PR il est constant et tout d'un coup, ça ne marche pas. Il y a le BAV 2, MOBITS 1, où il y a un allongement progressif de l'espace PR. Il y a un allongement progressif de l'espace PR jusqu'au moment où ça bloque. Et je vous avais expliqué lundi que ça, le problème, c'est le nœud qui fait juste trop bien son travail et qui ralentit jusqu'au moment où ça passe pas. Alors que le BAV 2, MOBITS 2, pour ceux qui étaient là lundi, vous vous souvenez, c'est le nez de poule sur la bretelle d'accès à l'autoroute qui est le tronc de His. Pour ceux qui étaient là lundi, vous voyez ce que je veux dire. Le BAV3, c'est un blocage permanent entre les oreillettes et les ventricules. Donc les oreillettes, les ondes P, elles vivent leur vie. Vous pouvez regarder, elles sont chacun à leur rythme. Tac, 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 etc. Et les QRS, ils vivent leur vie, ils sont à la fréquence qui dépend de l'échappement. Le jonctionnel, ça va être plutôt rapide à 60, les QRS plutôt fin. Et plus l'échappement est bas situé dans l'arbre nodal, moins ça va être rapide et plus ça va être large. Et l'espace PR, il n'a aucun sens. Là, il est grand, enfin là, il est petit, là, il est très grand, là, il n'y en a même pas. Là, il y a une onde P qui est ici. L'onde P qui est... Voilà, cette onde P-là, elle est hyper proche du QRS, elle ne conduit pas. Vous voyez, il n'y a pas d'harmonie. L'espace PR, il n'est pas constant ou il ne s'allonge pas progressivement, il est anarchique, il est dissocié. Ok ? Et pourquoi on peut avoir un BAV3 quand on a une endocardite? C'était une question de lundi que vous avez répondu. C'est parce que vous avez un abcès. Ok? Là, vous voyez, c'est un énorme abcès. Un abcès au niveau de la valve aortique. Et j'adore cette image. Je vous l'ai déjà montré lundi. La valve mitrale, la valve aortique, la valve pulmonaire, la valve tricuspide, le nœud qui est la seule voie de passage. J'ai une endocardite sur la valve aortique, et ben le nœud il peut être grignoté, ça coupe, et il n'y a plus de voie de passage. Et donc il y a le BAV. Ok, le nœud, c'est la seule voie de passage entre les oreillettes et les ventricules, c'est PH. Alors pourquoi j'adore cette coupe? Déjà, ça vous montre que si j'ai une endocardite sur la valve aortique, je peux avoir un BAV3 à cause d'un abcès. Mais pareil pour la valve mitrale et la valve tricuspide. Et je vous montre aussi cette image pour redire l'intérêt de faire une ETO systématique. À votre place, il y a quelques temps, je voyais dans ma construction mentale du cœur, je voyais vraiment le cœur gauche qui était là, avec la valve mitrale, la valve aortique. Et là, j'avais la valve tricuspide et la valve pulmonaire. Les deux, pour moi, dans mon schéma mental de la circulation corporelle, le cœur droit, il était à droite, très loin. Le cœur gauche, il était là, très loin. Et entre les deux, il y avait tout le poumon. Ok? Il y en a qui ont cette image ou pas? Bon, en fait, ils sont côte à côte, les deux cœurs. Ça se saurait. Mais les valves, elles sont toutes côte à côte. Donc si j'ai une endocardite sur la valve tricuspide à droite c'était là, si j'ai une endocardite sur la valve tricuspide, ça peut quand même toucher la valve mitrale. Ok? Parce que la valve tricuspide, en fait, elle est à côté de la valve mitrale. Et pareil, la valve aortique, elle est à côté de la valve tricuspide, elle est à côté de la valve pulmonaire. Tout est à côté. Donc quand vous avez une endocardite et que vous avez fait votre échographie, et, il y a une endocardite sur la valve tricuspide, c'est sûr. J'ai mon diagnostic, etc. Mais il faut quand même faire une ETO pour faire ce que je vous disais tout à l'heure, le bilan de l'ensemble des valves. Ok? Vous m'avez compris? Super. Voilà, les phénomènes emboliques, on en a un peu parlé. Et neurologiques aussi. Oh là là, c'est terrible. Ça, c'est un énorme anévrisme mycotique. On a envie de le cueillir, ce champignon. Non? Non. Pour les complications neurologiques, vous devez retenir que la complication neurologique la plus fréquente, c'est de loin l'AVC ischémique, puis les AVC hémorragiques.
Les anévrismes mycotiques, ça reste quand même assez rare. Vous savez que... Est-ce que vous savez que l'examen de référence pour débusquer les anévrismes mycotiques? Donc c'est pas l'IRM cérébral ni le scanner, c'est voilà, l'artériographie, l'angiographie. Ça, c'est un examen qu'il faut demander en plus aux neuroradios. Nous, on les fait à Sainte-Anne. Et donc c'est sur point d'appel s'il y a eu des saignements sur les imageries type scanner ou IRM, ou s'il y a des images suspectes avant une chirurgie, pour savoir s'il y a une indication éventuelle, mais c'est pas systématique, à faire une embolisation. Une question? C'est la forme de l'anévrisme sexiforme, ça fait... C'est plus sur les vaisseaux, genre l'aorte, les vaisseaux tout droits. Au niveau cérébral, ça donne plus des aspects d'anévrisme, enfin, on parle plus d'anévrisme mycotique que sexiforme, mais l'aspect n'est pas très loin. Ouais, c'est une description de la forme de l'anévrisme. T'as vu ça sur les anévrismes mycotiques? Ou c'est juste entendu parler de ça? Okay. Sur les aortes abdos, on peut avoir des anévrismes sexiformes. En fait, l'abcès, ça peut dégrader, ça peut rompre une paroi, et donc tu vas avoir du liquide qui va se faire un dessin. J'ai ma paroi, j'ai un abcès, ça va dégrader, je vais avoir du liquide qui va donner ça, qui va faire une poche. Mais ce n'est pas un anévrisme, ou un anévrisme, il faudrait que la paroi elle soit intègre. Okay. Un anévrisme, stricto sensu, c'est perte du parallélisme des parois. Okay. Et donc là j'ai une paroi et là j'ai un anévrisme qui fait un aspect de champignon, c'est un anévrisme mycotique. Mais j'ai mes parois. Un abcès, ça peut donner un aspect anévrismal parce que ça peut dégrader la paroi et ensuite il n'y a plus de paroi et ça se consolide. Parfois même ça se déferme et ça va dans la horte et ça va dans la horte. Et globalement, sur les complications neurologiques, un AVC ischémique, ça va faire plutôt avancer la chirurgie s'il n'est pas extrêmement sévère, tandis que les AVC hémorragiques, ça va largement la retarder. C'est juste les deux grandes idées à avoir en tête. Les méningites et les endocardites, c'est moins de 1% des cas, c'est vraiment très rare, et globalement, c'est staph doré et pneumocoque. Donc voilà, vous n'aurez pas ça, je pense, c'est trop rare. Ouais. Ça, on voit, c'est un différent, je pense. C'est des hypersignaux multiples sur les deux hémisphères successus-tentoriels. Enfin, il y a au niveau du cervelet et au niveau des deux hémisphères. Ça, c'est très évocateur de mini-AVC ischémique de nature antigène. Donc ça peut se voir dans la FA ou dans l'endocardite avec des emboles qui font Donc vous avez plein d'AVC comme ça, c'est et qui sont à plusieurs étages. C'est sous droit, c'est d'origine cardio-embolique. Ça, on en a parlé. Et donc le patient, il a eu un scanner. Qu'est-ce que vous voyez sur ce scanner? Un abcès au niveau de la... C'est quoi? C'est normal. Il n'y a pas de dissection aortique, là. Elle est bien. C'est quoi ça? C'est du liquide. Du liquide abdominal brutal. Là, vous voyez là, c'est voilà. Avec ici, hein. Ouais. Un envol pas loin de CD. Donc il avait un épanchement péritonéal, d'allure hématique, plus ici probablement un embol au niveau de la rate avec un abcès qui est en train de se constituer. Et ils ont mis en évidence un faux anévrisme septique. En fait, le patient, les anévrismes mycotiques, c'est pas que au niveau cérébral. Le patient, il en avait un aussi au niveau des artères hépatiques et ça a rompu. Et il a donné un épanchement péritonéal, un hémopéritoine brutal sur une rupture d'anévrisme mycotique dans un contexte endocardien. Pour vous montrer à quel point c'est une maladie polymorphe avec des cas cliniques qui sont parfois très différents les uns des autres.
Et donc le patient avait un streptocoque galopeticus, c'était quoi la porte d'entrée? Là vous le savez tous, on ne va pas vous embêter. Et alors vous avez compris ça? Non. Qu'est-ce qu'il fait? Non, c'est pas si seulement. Je serais pas là, pensez donc. Parce que j'aurais montré une photo de chez moi. Mais par exemple, on en remonte pour parler de la cardiaque. Non, c'est une image libre de droit, comme on dit. Donc, qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier de traiter dans une endocardite? La porte d'entrée. Vous l'avez pas vu venir, ça? Bon, porte d'entrée, c'est facile. Streptocoques oraux, comme son nom l'indique, cavité buccale, donc c'est soit un panoramique dentaire, soit quand même de plus en plus des dentascans et consultations stomato. Le staff, c'est tous les gestes, les poses de KT, les poses de matériel quel qu'il soit, la une chambre implantable ou un pacemaker infecté, l'injection de drogue intraveineuse comme on a dit, toutes les portes d'entrée cutanées, ça peut être aussi des ulcères, des dermohypodermites, etc. Galolyticus entérocoque, on a dit, c'est coloscopie pour tous les patients. À droite, c'est un avis de... Ah ouais? Non? On était dans le même pack Paris 5 à l'époque. Ouais. C'est marrant ça. Ne jugez pas. La fac Elmi. La fac Elmi. La fac Elmi, non, il y a un très bon rapport Paris Sud et Paris 5 à l'époque. Paris c'est Elmi. Non, les Paris Sud, c'est une fac très gentille où ils aiment globalement tout le monde. c'est plus spécifique avec lequel ils Paris 5, on est Paris 6. Voilà. Allez, pour finir. Allez, la dernière question. Pronostic et suivi des endocardites. C'est pas la dernière question, il y en a encore une. Et il y a une personne qui a répondu. Ah, c'est bon. Eh ben, on n'a pas de score, hein, mais bon. 20% on l'a vu au tout début, ouais. Vous n'aviez pas dit si c'était la mortalité générale 20%, c'est-à-dire que c'était plus de Si. Alors, En pratique, le chiffre à retenir, c'est 20 à 25%. Mais les endocardites sont hospitalisés à la phase. Les endocardites, ça devient une envie. La mortalité hospitalière, la première cause de décès, c'est les complications cardiaques. Et les complications neurologiques, c'est la deuxième cause de décès. Donc, la guérison dans les endocardites, il faut toujours se méfier après la fin du traitement curatif de 4 à 6 semaines, plus ou moins la chirurgie. Il y a beaucoup de rechutes et donc il faut penser quand même, comme on vous l'a dit, si un patient a fait une endocardite, il faut traquer les rechutes et c'est pour ça qu'on leur donne des cartes pour prévenir un nouvel épisode et qu'aussi facilement on dit qu'il faut recontrôler les émocs à l'arrêt d'antibiothérapie. Combien de patients qui ont une endocardite vont être opérés? 50%? Vous diriez combien? On est 10 là, sur le premier rang et pour avoir une endocardite, combien vont être opérés? 5. 50%, c'était la bonne réponse. 50% des endocardites, il y en a 20, 25%, il y en a 50% la moitié qui vont être opérés. Et c'est pas la l'appendicite, c'est de la chirurgie cardiaque, on a une prothèse derrière sur le point d'être anodin. Ok? Et la première cause, c'est pour ça qu'il y a écrit 50%
Voilà. La première cause, c'est l'insuffisance cardiaque. Le problème, c'est avec les antibiotiques, on peut réussir à stériliser l'endocardite. Le problème, c'est que s'il y a une grosse fuite valvulaire aortique à cause de l'endocardite, et la valve ne va pas se reconstruire, on n'est pas des lézards. Et donc le problème, le patient il va développer une insuffisance cardiaque et il va être opéré. 50% ne sont pas opérés dans la première semaine. Et globalement, les endocardites, il y en a 50% qui vont être opérés. Certains en urgence parce que j'ai une fuite fluidale, d'autres un peu plus tard parce qu'ils vont développer une insuffisance cardiaque sur des séquelles d'endocardite. Ok. La deuxième indication, c'est l'infection non contrôlée. La troisième, c'est prévention du risque embolique. Sachant que ça a l'intérêt, la prévention du risque embolique, qu'à la phase précoce. C'est pas 3 semaines plus tard qu'il va falloir se dire qu'on va peut-être tempérer pour prévenir une embole. Ok. Et enfin, quelles sont les modalités d'antibioprophylaxie en cas de geste dentaire à haut risque? Je vous mets la question. Tous les patients qui ont fait une endocardite, ils ont une carte endocardite, donc utiliser l'oreille. Et tous les patients qui ont une prothèse valvulaire, ils ont aussi une carte, j'ai une prothèse valvulaire. Attention, je suis à risque d'endocardite. Bah si je viens d'avoir des gens, j'ai 27 en plus, c'est une représentation un peu moderne. Ça va être cool. Bon, vous avez globalement bien répondu. Donc oui, c'est de l'amoxicilline 1 heure avant le geste et de la clindamycine chez les patients allergiques. C'est, encore une fois, les patients à haut risque, à très haut risque, pas haut risque, à très haut risque. C'est groupe A, du coup, c'est ceux que vous devez connaître. Et ces gestes impliquant la gencive. Voilà. Ça, c'est des questions toutes faites à poser. D'ailleurs, je vais les poser sans lundi. Non, ça sera est-ce que vous avez des questions sur l'endocardite? Allez-y, c'est le moment. Parce qu'après, il reste encore une dernière question. Pas de questions? C'est l'heure pour vous? Si à l'écho on ne voit pas de végétation, ouais. Est-ce que ça veut dire que l'endocardite elle est moins grave que d'habitude? Alors, pas forcément. Mais c'est vrai que c'est souvent la dégradation valvulaire qui est responsable de la gravité de l'endocardite d'un point de vue cardiaque. C'est souvent des grosses endocardites, donc il y a des grosses végétations. Okay. Les patients qui ont une valve, ils ont rarement beaucoup de végétation, ils ont plutôt un profil d'abcès. Donc ta réponse, je te dirais non, parce que tu peux ne pas avoir de végétation, avoir une endocardite, mais à l'échographie c'est un abcès, c'est pas des végétations, et un patient avoir un tableau d'insuffisance aortique périprothétique très sévère sur un abcès périprothétique. Parfois la végétation est déjà en prise. Et ouais, elle peut être partie aussi là-haut, ouais. Okay. D'autres questions, ouais. Quasi, ouais. On a tendance à dire oui. Ouais, il n'y a que dans l'endocardite où tu as ça. Mais le truc, c'est que les panarythmosphères, c'est pas présent tout le temps et ça disparaît. Donc, en fait, on voit très peu, mais oui, c'est la salle, bien sûr que c'est l'endocardite. Ouais, il y a une image que j'aime bien montrer à la fin, c'est ça. Alors, j'ai tendance à oublier que parfois il y a des gens sensibles. Tous les gens qui n'aiment pas trop le sang, les images opératoires, etc., ne sortez pas. Et fermez les yeux ou pensez à une plage. Les autres, ça c'est une endocardite ou c'est une lasagne? Regarde ça. Lasagne. Ça c'est les cordages, hein. Avec les piliers musculaires, vous voyez. Ça c'est je rêve qu'il y ait quelqu'un, un appariteur qui passe à côté de la porte et qui entend l'amphi dire lasagne. Donc ça c'est des lasagnes, ouais. Ça c'est pas les cordages valvulaires, c'est le fromage. C'est ça. Ouais.
Voilà. Après, c'était encore plus drôle à l'époque où il y avait le standard des Lazanovoc au campus. On va, les amis, comme promis, je vous mettrai en ligne ce soir les diapos des 3 derniers jours. La péricardite que je voulais vous faire, il y en a pour 30 minutes, mais il est déjà 15h45 et je suis garde, il faut que je rentre à l'hôpital. Et comme de toute façon, je vous enverrai un amphi de débriefing, on aura 1h30, je vous reparlerai une demi-heure de la péricardite, des points clés. D'ailleurs, normalement, je vous disais l'insuffisance cardiaque en cours en plus, mais ça sera le professeur Fabrice Bauer qui fera. Donc moi, je vous enverrai un amphi de débriefing. Je passerai de temps en temps à des cours par-ci par-là en repos de garde de gens. Mais si je ne vous revois pas, n'hésitez pas à m'envoyer par mail des sujets que vous voudrez qu'on réaborde à l'anti-débriefing à la fin. Par exemple, j'aimerais bien qu'on revoie des ECG. Est-ce que vous pensez que ça serait possible pour faire des ECG? Non, pas des ECG. J'ai pas très bien compris les pacemakers. Vous voyez, donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vraiment vous voulez qu'on traite des choses en particulier à l'anti-débriefing. Ce sera des questions. Merci pour tout.